Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. Nous sommes le vendredi 26 décembre. J'espère que le Père Noël vous a gâté. Vous avez passé un bon Noël, Frédéric Dabi? Excellent Valérie, bonjour à tous. Bonjour, donc Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, co-auteur avec Brice Sokol de L'écharpe et les tempêtes aux éditions de l'Aube. Et je citerai le livre qu'une seule fois puisque Brice Sokol est là également. Bonjour, politologue, essayiste. On est ravis de vous retrouver également avec nous. Et on va faire un bilan de cette année avec également Alex Darmon. Bonjour journaliste politique. On vous retrouve sur YouTube. Votre chaîne de débat politique s'intitule Les Indécis. Et Gilbert Azoulay, directeur général de Newstank Éducation. Bonjour. Bonjour. Journaliste pour l'Hémicycle. Yes. Merci d'être là. Donc, ce bilan de l'année 2025. J'avais envie de commencer avec une question très simple. Un mot pour qualifier cette année. Peut-être vous, Frédéric, qui avez eu le nez collé sur l'actualité. Je vais te donner deux mots. Oui. D'abord le mot éclipse, parce on a vécu toute cette année une éclipse du politique avec les Français qui avaient le sentiment qu'il ne se passait rien à l'échelle nationale, que rien n'avançait, que les dossiers n'étaient pas traités, que la promesse du politique d'améliorer la situation des Français, de changer la vie n'existait pas. Et le deuxième mot, et je dis ça en présence de mon ami Brice Sokol, c'est le mot maire. Les maires, puisque on arrive dans une période électorale et plus que jamais, les maires sont les derniers piliers de la République. Ça aurait pu être votre mot pour 2026. Mais j'ai mis les deux parce que déjà ça a commencé dès 2025, cette forte pression sur les maires. Cette forte pression sur les maires. Brice Sokol, vous, votre mot pour définir? Partagé. Le mot, moi j'ai deux mots. J'ai d'abord le mot défiance. Ouais. Défiance d'une majorité de Français à l'égard du pouvoir et du pouvoir national. Suite à la dissolution notamment de 2024 ratée. Et puis le mot, j'allais dire transition, on est dans un monde en pleine transition, le monde des transitions. On le voit sur le plan géopolitique, on le voit sur le plan économique, on le voit sur le plan commercial, on le voit sur le plan du pouvoir d'achat, enfin, on voit sur le plan industriel. La France, l'Europe et le monde est en train de changer, on rentre dans une nouvelle époque. Oui, donc défiance, transition. Moi, je suis beaucoup plus apocalyptique. Moi, j'aurais dit chaos. Oui, chaos, éclipse, c'est une forme de chaos. Oui, chaos. Vous êtes plus politiquement correct. chaos politique quand même. Alors peut-être Alex Darmon. Moi, j'allais dire confrontation. Pour moi, ça a été l'année de la confrontation permanente, que ça soit en termes politiques, vous l'avez dit, sur les scandales, les procès même. Il y a quand même eu des procès politiques considérables et confrontation dans l'hémicycle. Je crois qu'on n'a jamais eu autant d'affrontements et de violence, je trouve, dans les propos. Confrontation aussi en termes internationaux sur essayer d'avoir des négociations, d'être l'un face à l'autre, Ukraine, Russie, Israël et bien évidemment le Hamas. Voilà. Et puis aussi confrontation émotionnelle, puisque vous avez eu en permanence des affrontements sur ce qui était bien ou mal de penser ou pas de penser. Donc pour moi, cette année, ça a été 2025, l'année de la confrontation permanente, et ça a été très fatigant. Oui, très fatigant, une année fatigante. Vous, Gilbert Azoulay? J'ai pensé à Anus Horribilis pour avoir une vision un peu royale, mais le mot qui m'est venu tout de suite, quand je l'ai proposé à ma femme, elle m'a dit ouf. Enfin bon, je le propose quand même, c'était asphyxie. Asphyxie dans la décision, asphyxie dans les investissements, asphyxie dans les anticipations, asphyxie dans les discussions. On manque d'air, c'est-à-dire qu'on est tous en situation de un peu oppressé parce qu'il y a rien qui se passe en fait. Et c'est ça qui est un peu stressant aujourd'hui. Moi, j'aimerais qu'il se passe quelque chose et on attend quelque chose. Et cette attente nous stresse et nous oppresse. Tout le mot asphyxie. Oui, alors asphyxie, défiance, confrontation, c'est pas des mots très positifs. Frédéric Dabi, ça n'a pas été une année... Comme on dit dans mon métier, le champ évocatoire est particulièrement anxiogène. Alors on espère que pour 2026, ça sera un petit peu mieux. Mais effectivement, c'est ce que vivent les Français quand on les rencontre. Pas seulement dans des sondages qui ne sont qu'une perception du réel, mais dans les enquêtes qualitatives. Moi, j'ai fait beaucoup de terrain dans le cadre de Salon des maires et c'est vrai qu'on sent moins une colère des Français que par le passé, mais ils ne comprennent pas ce qui se passe, et deux, une inquiétude. Comment se projeter quand les mots qui résument l'année sont les mots confrontation, chaos, asphyxie, transition. C'est très difficile, une transition. On n'en voit jamais la fin d'une transition. Donc c'est
C'est Mais notre la échantillon mais la représentatif mais et le- particulièrement représentatif, Ouais, si je puis mais dire. transition, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'amorce. Normalement, doit arriver, Et là, on n'a pas le sentiment on a Alors- l'impression d'être au point mort. Et quand moi je disais chaos politique, c'est. Alors, quand on interroge les Français, il y a un élément d'espoir qui est assez ténu, mais un élément d'espoir, c'est l'idée qu'une belle campagne présidentielle en 2027 va permettre Mais de je remettre trompe. le pays à l'endroit, faire ce qu'on appelle un effet reset, Moi, j'y reset, crois. Non. pour remettre le pays en place. Moi j'y crois, le problème c'est que c'est en 2027 Ouais, que ouais, l'on c'est parle ça, de 2026 et que vous avez quand même un an qui doit arriver et qu'à Ouais. mon avis ça va être une année aussi très chargée émotionnellement parce que je ne sais pas si les Français ont la capacité aujourd'hui, la résilience en tout cas à se dire qu'il faut se projeter sur une nouvelle année avant 2027. C'est loin 2027. Et, hein. Oui, et c'est pour loin. rebondir à ce que vous disiez Valérie, c'est très vrai. La transition écologique, c'est vrai qu'on se projetait avec des métiers verts, avec de nouvelles industries, avec un nouveau monde. En réalité, même cette transition écologique, on revient dessus. Hein. Toutes les lois qui permettaient d'avoir le Green Deal, j'en parlerai peut-être tout à l'heure, pardonnez-moi, mais on revient dessus. Sur toutes les obligations de publication d'index écologiques, on revient dessus. Bref, même cette vision un peu idyllique de la transition écologique, on revient sur cette idée. En fait, c'est ce monde. Brice Sokol. En fait, c'est ce monde qui est en train de changer. C'est-à-dire que, vous voyez, l'État-providence, les Français se disent, il n'existe plus, j'en profite pas. Ouais. L'Europe nous protégeait, l'Europe de la paix. Mais les Français nous disent, regardez, il y a la guerre sur le continent européen. Notre rapport avec les États-Unis, il est différent aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce que les États-Unis sont en capacité encore de nous protéger? C'est-à-dire, toutes ces certitudes-là sont en train de tomber, de changer. Et c'est vrai que ça inquiète les Français. Tout ça sur fond, Ouais. on l'a vu avec Frédéric dans différents ouvrages, sous forme de déclin. Parce que Ouais. le sujet, c'est le Ouais, déclin. c'est ça, c'est le déclin. Vous prenez la sécurité, le régalien, vous prenez la sécurité, vous prenez la santé, vous prenez Ouais. l'éducation. Les Français ont le sentiment que tout ça est en déclin et que ce qui représentait la force de notre pays, la force de la France aujourd'hui, s'est étiolé, a disparu. Et en effet, et on va la remplacer par quoi? La grande question, elle est là aujourd'hui. Et renforcé C'est le par point le fait, d'interrogation. renforcé par le fait qu'ils ont l'impression, les Français, mon sentiment, c'est qu'ils ont l'impression qu'on leur demande beaucoup plus qu'ailleurs. Quand on fait des comparaisons européennes, on se rend compte qu'on est beaucoup plus taxé Ouais. et beaucoup plus que surtout les catégories qui ont déjà beaucoup donné, Ouais. encore plus aujourd'hui. Donc Ouais. ça, c'est un vrai sujet. Après, il y a une Alex chose. Armand. Il y a une chose quand même, et pour en avoir parlé encore très récemment avec des Français qui vivent à l'étranger, il y a aussi, il faut le dire, une capacité en France à beaucoup se plaindre. Oui. Et non mais c'est la C'est réalité. vrai. Et je trouve que on gagnerait aussi à se dire il faut qu'on s'en sorte collectivement. Parce qu'on est devenu de plus en plus individualiste, malheureusement. C'est aussi ça. Oui, c'est chacun pour soi. Voilà, et je peux vous dire qu'à l'étranger, le regard des Français à l'étranger, c'est de se dire, il y a un moment, il faut qu'on puisse aussi nous se remettre en question, nous les Français, même si on n'est pas aidé par le gouvernement. Excuse-moi, en par le président Allemagne, de la ils font plus République. d'enfants depuis longtemps. En parlant d'individualisme, je pense qu'on a été plutôt Non, généreux mais en moi- termes de démographie. moi, je parle pas de ça. Aux États-Unis, on peut pas parler qu'ils ne soient pas un État individualiste. En revanche, pour rencontrer Gilbert Azoulay. beaucoup de personnes qui viennent de l'étranger, ils nous disent, mais ils ont la pêche. En fait, ça bouge. Mais oui, mais- Ils innovent, ils investissent, Ouais, ils des y territoires. vont. Des Ouais, territoires. ouais, Des des Je territoires, vais c'est fou. juste terminer par le fait que ce qu'ils disent aussi à l'étranger, c'est de se dire, parce qu'ils le voient, quand on fait une manifestation contre le fait de partir trop tôt à la retraite, Ouais. eux, ils comprennent pas en fait. Bah oui, Ils bien disent, sûr. non mais vous avez tout le système qui va avec, et en plus vous voulez pas faire vous-même des efforts. Donc vous vous plaignez, mais vous vous rendez... Et c'est des Français, moi, qui m'ont dit ça, Bien sûr. qui vivent aujourd'hui au Canada, aux États-Unis, ou dans d'autres pays, te disent, bah c'est pas normal. En fait, on se rend compte que peut-être, oui, on a le droit de se plaindre, on a cette vitalité et cette force en France, il est vrai, et il faut la garder, mais qu'il faut aussi faire des efforts. Il faut avoir un équilibre et trouver cet équilibre. Bien et on sûr. l'a pas aujourd'hui. D'accord. Alors, l'événement de l'année, pour vous, Frédéric, on va commencer avec vous. Qu'est-ce qui a été l'événement de l'année? C'est un événement quoi? L'événement de l'année. L'événement politique, Si. hein, l'événement Ah. politique. Alors, Oui. je vais Parce essayer que vous pouvez politique. faire la nuance, L'événement parce qu'après je vais vous demander l'événement international, l'événement Ah, culturel, d'accord, alors. sportif. D'accord, alors, donc l'événement politique de l'année pour moi, et c'est pas politique, c'est l'incarcération De Nicolas Sarkozy. Pour moi, c'est quelque chose de très fort. Oui. Et même pas que pour moi, ça a C'est été marquant très... pour les Français. Il y a eu de l'indifférence, il y a eu de la satisfaction, Oui. mais il y a eu quand même un pays qui a été remué. Remué parce que c'était pas anodin d'envoyer en prison un ancien président de la République élu par 16 ou 17 millions de Français en 2007. Je suis frappé du fait que les Français ont appréhendé cet événement, pour reprendre ce que Brice a dit, avec le vol du Louvre, avec Ouais. les 3300 milliards de dettes, sur le mode, mais
la France ne marche sur la tête. On n'a que des événements inédits, hors normes. Alors, il y a des gens qui ont été contents, qui ont dit oui, il a été condamné, il doit payer sa dette à la société. C'est injusticiable comme les autres, mais d'une manière générale, je dirais que ça a remué le pays sur le mode. On est dans le dysfonctionnement où ce qui n'est pas attendu survient de manière très forte. Oui. C'est un événement qui a évidemment fait beaucoup réagir. Et puis c'est un événement politique puisque le livre est sorti, comme vous le savez, quelques jours après la sortie du président Sarkozy de prison. Et le fait que, de manière plus politique, qu'il esquisse de plus en plus ouvertement l'union des droites, ça aussi, ça a été un fait politique, puisque l'étanchéité, le cordon sanitaire historique chiracien semble définitivement mort. 200 000 ventes à ce jour, c'est là aussi, c'est impressionnant et c'est un fait. Brice Sokol. Oui, nous ne sommes pas coordonnés. Oui, mais vous aussi, c'était... c'est cet ancien président qui est condamné à 5 ans de prison. Il y aura un après et un avant Nicolas Sarkozy. Il y avait eu déjà... dans ce mélange judiciaire politique, la condamnation de Marine Le Pen, qui devrait être empêchée de pouvoir candidater à la prochaine élection présidentielle, même si c'est en appel. Ça a été 2 moments forts de la vie politique française, parce qu'ils impactent, si vous voulez, ils impactent une espèce de continuum politique. C'est quand même la première fois sous la Ve République que nous avons un candidat empêché à une élection présidentielle, et encore une fois, je ne juge pas sur le fond, mais dans la symbolique, et un ancien président incarcéré. Et je pense que ces 2 moments ont été les moments forts politiques de cette année 2025. Oui. Moi, pour moi, c'est le procès de Marine Le Pen. Je trouve que ça a lancé la présidentielle de 2027. C'est vrai. Et que ça a aussi mis la justice au centre du débat national, en quelque sorte. Donc ça a été un moment politique, et c'est la première fois qu'un candidat, ou qu'une candidate en l'occurrence, va être entre guillemets, je dis entre guillemets, empêché de pouvoir se présenter. Et ça va être intéressant puisque ce procès va se poursuivre à l'été prochain, et on aura une décision finale. Donc pour moi, ça c'est un fait politique. Et le deuxième fait politique quand même qui est très important, c'est la fin du macronisme en 2025. Ça a été la fin totale du macronisme, avec cette impossibilité à se mettre d'accord, à faire un gouvernement, à le garder, à pouvoir voter un budget dans les règles de l'art une deuxième année d'affilée, parce qu'on n'aura pas de budget avant le début d'année 2026. Donc ça aussi, c'est un fait politique. Et la disparition, quand je dis la fin du macronisme, la disparition des écrans du président de la République, que l'on a très peu vu, à part pour nous parler d'international, que l'on a très peu vu pour nous parler de sujets nationaux. On va y revenir, on va en reparler. Effectivement, le procès de Marine Le Pen qui a considérablement changé la vie politique, avec l'émergence aussi de Jordan Bardella, et vous pourrez peut-être en dire un mot, Frédéric Dabi, dans les sondages. Et puis on va marquer une toute petite pause et on se retrouve. On va parler de l'événement international de l'année, de l'événement culturel et sportif. Je compte sur vous, Frédéric. À tout de suite. N'ayez pas peur. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec Brice Sokol, Frédéric Dabi, Alex Darmon et Gilbert Azoulay, nous passons l'année en revue, les personnalités de l'année, les événements qui ont marqué cette année à tout point de vue, culturel, sportif ou international. Ce que disait Alex Darmon sur ce qui l'événement politique de l'année, le procès de Marine Le Pen, c'est vrai qu'il y a eu des conséquences. Et puis après, je vous donnerai la parole, Gilbert, mais ça a considérablement changer le débat politique avec la possibilité d'une inéligibilité, on attend l'appel, mais et l'émergence de Jordan Bardella dans les sondages. Oui, il était déjà émergent, c'était le vainqueur des élections européennes de 2024, c'est celui qui a amené le RN à ce score stratosphérique au premier tour des élections législatives, mais ça a eu des conséquences sondagières, pardon de parler de ma crèmerie, si je puis dire, puisque l'IFOP teste Marine Le Pen et Jordan Bardella, et maintenant plus Jordan Bardella que Marine Le Pen, et certains de mes confrères, je ne les condamne pas, c'est la demande à mon avis de leurs commanditaires, ne testent plus que Jordan Bardella comme candidat du RN à l'élection présidentielle. Ça en dit long que un non Le Pen, si je puis dire, soit le candidat presque naturel maintenant du RN, parce que on voit dans le baromètre IFOP fiducial pour Sud Radio et le Figaro qui s'appelle le baromètre de l'ambition présidentielle, le souhait de voir Marine Le Pen candidate reste très fort, y compris chez les électeurs RN bien sûr, mais le pronostic,
On peut souhaiter une candidature, mais intérioriser que finalement, elle ne pourra pas être candidate. Il y a maintenant plus de 20 points, 25 points d'écart entre le pronostic pour Bardella et le pronostic en baisse, voire en effondrement, on l'avait vu au mois de mars ou avril, pour Marine Le Pen. Oui. Alors, Gilbert, j'avais deux choses. Je voulais au début parler de comment Bruno Le Maire s'est fait jeter quand il avait été annoncé dans un gouvernement. Ça a duré 12 heures, où ça a été un élément, un marqueur pour dire c'est niette, et tout le monde s'est levé. Mais j'ai pris autre chose. C'est évidemment la montée en puissance qui fait écho à ce que vient de dire Frédéric. C'est la montée en puissance de Sarah Knafo. C'est quand même, à mon avis, quelque chose qui émerge extrêmement fortement, parce qu'elle a réussi là où beaucoup de gens ont échoué en très peu de temps, là où Éric Zemmour n'a pas réussi à convaincre, là où même le RN n'a pas réussi à convaincre, puisqu'il a fallu longtemps, et une Marine, et une Marion Maréchal, et un Jordan Bardella, là où Sarah Knafo en très peu de temps, et c'est ça qui est intéressant. Alors moi je suis pas pro Sarah Knafo, mais avec des arguments qui tiennent parfaitement à la route, avec un track record qui lui permet d'être parfaitement vierge et légitime pour s'exprimer, avec une sorte d'histoire qui fait que elle connaît parfaitement ses dossiers, là où on a vu que à l'extrême droite, en tout cas, on ne connaissait pas, on maîtrisait pas certains dossiers. Donc cette émergence, elle dit quelque chose de ce qui est en train de se passer, là où en contrepartie, à LFI, on a exposé des gens qui n'avaient pas une capacité à s'exprimer aussi de manière pointue sur des sujets aussi importants, et on l'a vu. Voilà, l'émergence et l'explosion de Sarah Knafo. Je trouve ça intéressant sur l'émergence de Sarah Knafo. Maintenant, pour émerger en politique, il faut gagner. Et en l'occurrence, je trouve que Sarah Knafo n'a pas encore gagné complètement sur son nom. Donc peut-être une émergence ou un début d'émergence, mais il faudra voir si 2026 est son année, parce qu'on a l'impression qu'elle va se présenter à la mairie de Paris. Si elle le fait, c'est un gros enjeu pour elle. Et je peux vous dire qu'ils y réfléchissent beaucoup, à savoir s'il faut qu'elle se présente. Et voilà, parce qu'il y a 2027 derrière, que si c'est Jordan Bardella qui se présente pour le RN, c'est pas la même chose que si c'est Marine Le Pen. Est-ce qu'il faut envoyer, quel candidat il faut envoyer pour Reconquête face à Jordan Bardella ou Marine Le Pen? Donc oui, il y a eu une émergence dans une certaine partie des médias de la part de Sarah Knafo. Maintenant, il faut qu'elle confirme d'abord, et puis surtout, il faut qu'elle s'affirme dans un deuxième temps avec une élection pour pouvoir vraiment revendiquer une victoire. Oui, pour rester sur Sarah Knafo, en effet, c'est une personnalité intéressante, en tout cas politique, à suivre, à étudier. Mais derrière, c'est en fait pour la droite et la droite nationaliste, l'enjeu de l'alliance des droites. Vous voyez bien, Sarah Knafo, elle, est plutôt partisan d'une alliance des droites, comme Laurent Wauquiez, alors qu'au Rassemblement national, on ne veut pas entendre parler d'alliance des droites. Marine Le Pen dit très bien, il y a le Rassemblement national du Nord, il y a celui du Sud, il n'embrasse pas forcément l'alliance des droites. Donc c'est intéressant ce qui est en train de se jouer, parce que c'est peut-être demain, pour les élections municipales comme pour les élections présidentielles, le sujet de l'alliance des droites, qui sera l'enjeu de ces élections. Oui, Frédéric. Oui, je pense à ce qu'a dit Alex Darmon. La question de la municipale à Paris peut être très importante. Pour l'instant, dans les enquêtes IFA Fiducial pour Sud Radio, on voit une Sarah Knafo entre 7 et 8%, à égalité avec le Rassemblement national. En tout cas, la droite dure à Paris n'a jamais été à un niveau pareil. Maintenant, elle a quand même un terrain de jeu, puisque dans la dernière enquête, elle arrivait à capter 15% de l'électorat Dati 2020. Sarah Knafo, elle arrivait à prendre aussi de l'électorat RN. C'est un vrai enjeu pour elle, pour être également la faiseuse de roi dans le cadre d'un second tour, puisque je rappelle pour nos auditeurs qu'aux élections municipales, on peut se maintenir au second tour, nonobstant le score, le taux d'inscrits. Il suffit de faire 10% des suffrages exprimés. Votre événement politique, vous, Gilbert Azoulay? C'était l'émergence de Sarah Knafo, qui me paraissait un peu important. Parce événement politique de l'année pour vous? Oui, parce qu'en fait, en très peu de temps, elle a émergé. Moi, c'est quelqu'un que je connaissais pas. Enfin, je sais pas pour vous. Vous êtes dans le jus, donc peut-être. Mais en tout cas, ce qu'elle dit tient la route. D'ailleurs, son programme d'économie d'impôts a été largement repris absolument partout, avec ses économies. Alors sur les services publics, on n'en parle pas, puisque c'est elle qui a proposé carrément la privatisation. Et elle se délecte avec ce sujet depuis longtemps. Voilà. On peut peut-être passer à aller un peu plus de légèreté. L'événement sportif. Alors là, je compte sur vous, Frédéric. Vous nous faites des coups de cœur pour le tennis et tout. Exactement. C'est quand même la retraite de Raphaël Nadal, avec la cérémonie qui s'est passée au premier jour de Roland Garros, qui avait peut-être été l'événement marquant de Roland Garros, même si la finale à Carrasiner a été un moment extraordinaire. Tout simplement, même si on n'est pas fan de tennis, même si on n'est pas passionné, avoir gagné 14 fois Roland Garros,
je défie quelqu'un de me citer d'ailleurs de le faire bien sûr, mais un exploit sportif équivalent, quel que soit le sport. Et c'est vrai que c'est le roi de Roland-Garros qui a émergé il y a 20 ans, qui a gagné en 2005 pour la première fois, qui a attiré sa révérence. C'est quelqu'un qui a une statue de son vivant dans les allées du stade Roland-Garros. Et puis il n'y a pas que ça, il y a aussi son comportement exemplaire, quelqu'un d'extrêmement fair-play, qui n'a pas la grosse tête. Et voilà, son apparition pendant les JO avec la transmission avec Zidane, qu'est-ce que c'était beau. Exactement, il a tenté le coup aux Jeux Olympiques de 2024, ça va marcher, mais en tout cas sur 2025, alors certains vont citer une victoire du Paris S. C'est mon truc. Voilà, mais je pense que moi je citerai Nadal et je veux pas qu'on oublie. Parce que quand même le PSG, grosse performance. Alex, j'imagine. Bah oui, exceptionnel. Faites un duo. Faites un duo. Moi, j'étais à la finale à Munich, j'y étais. Je veux dire, depuis tout petit, quand on soutient le Paris Saint-Germain. Effectivement, 2025, sportivement, et j'allais dire culturellement, je veux pas abuser non plus, mais sportivement, c'est quand même l'événement à retenir. C'est une victoire en finale de Ligue des Champions. C'est la montée en puissance d'une équipe qui est le Paris Saint-Germain tout au cours de la saison, avec le départ de Kylian Mbappé qu'on annonçait comme cataclysmique pour le club. Et en réalité, ils ont su se relever. Et c'est une victoire. Voilà, c'est une victoire sportive méritée, un champion incontesté, et la victoire d'un club aussi tout entier, avec, il faut le dire quand même, au cours de la saison, des événements extra-sportifs qu'on n'oubliera pas, qui n'ont pas été maîtrisés. Je pense à cette banderole au début de l'année 2000, enfin au début de la saison 2024, qui n'avait rien à faire dans un stade de football. Avec, on l'oubliera pas non plus, le fait qu'il y a eu des débordements à la suite de cette victoire. Et donc cette victoire, elle veut dire beaucoup de choses, tant sportivement que dans l'actualité globale. Donc moi, c'est l'événement sportif que je retiens, parce que la victoire était au final très belle et très importante. Ils ont gagné pratiquement tout cette année, non C'est l'un des seuls clubs avec, je crois, il y a quelques jours. C'est qui l'autre club? C'est le Real de Madrid qui avait fait mieux. 6 trophées en 6 possibilités de victoire pour un club. C'est incroyable et mondialement remarquable ce qu'ils ont fait. Donc bravo à cette équipe qui a été sportivement au-dessus de tout cette année. Bon, je te laisse le PSG, parce que j'avais aussi mis en parallèle, et ça ne vous étonnera pas. Le Paris FC. Ben oui, deux clubs parisiens parmi l'élite. Et je dois dire que je rappelle, à Londres, vous le savez, chers amis, c'est 7 clubs en première ligue de Londres. C'est-à-dire, et si on rajoute la deuxième division, la troisième division, on doit être à 50%, c'est des clubs de la région. Donc, d'avoir deux grands clubs à Paris, c'est remarquable. 2 grands clubs soutenus par une grande fortune made in France, la famille Arnaud, avec un projet local, ancré sur le territoire, avec un vrai travail sur la collectivité à Orly, avec tout ça. Moi, je veux dire que, alors, pour en être partie prenante, parce que vous n'êtes pas sans ignorer que je suis un des premiers supporters de ce club-là, j'avoue que la montée après... Quelle révélation. Mais ouais. Après un demi-siècle... après un demi-siècle, après un demi-siècle de non-présence en Ligue 1, d'avoir 2 clubs... parmi l'élite à Paris, ça c'est un événement, et puis ça dit quelque chose de ce qui se passe aussi dans le football professionnel. Ça bouge, même si on a le club le plus stratosphérique du monde, on peut avoir aussi un deuxième grand club. C'était courageux de lancer un deuxième club. Vous aussi, c'était votre coup de cœur? Non, mon coup de cœur il est différent. Est-ce que vous connaissez une jeune femme qui est originaire de Reims, qui a marqué l'année sportive? Non. Qui a gagné le Tour de France féminin? Ah ok, oui, je vois, c'est celle qui a été médaillée au JO. Oui, c'est Pauline Ferrand-Prévôt, qui a été championne olympique en cross-country en 2024 à Paris, et qui, pour la première fois, elle participait au Tour de France, elle a gagné le Tour de France féminin, et ça je pense qu'il faut le souligner, et elle a gagné le Paris-Roubaix féminin. Donc je trouve que c'est un exploit, c'est très très fort, et puis ça remet un peu au goût du jour le cyclisme, et le cyclisme féminin, et je trouve que c'est une femme, je trouve que le Tour de France est quand même un événement, ça fait partie du patrimoine français, que ce soit le Tour de France évidemment masculin, mais aussi féminin. Faut-il payer d'ailleurs l'accès, parce que il y en a qui ont proposé de payer pour avoir un petit quelque chose pour exister sur le Tour. Ah oui. Non, mais c'est une grande fête populaire, le Tour de France, ce sont tous les territoires, ce sont les collectivités locales. Les Français attendent le Tour de France chaque année au mois de juillet. Et je trouve que rendre hommage à une Française qui gagne le Tour de France féminin en 2025, je pense que c'était important. Eux, ils sont allés carrément dans ils sont allés dans, bien sûr. Nadal, le PSG. Excusez-nous, on a l'ambition, Valérie. Peut-être en marge quand même du PSG. Il y a eu, vous avez évoqué la banderole, mais il y a eu aussi des problèmes avec les supporters, problèmes de sécurité. C'est ce que j'ai dit après la finale sur les Champs-Élysées. Il ne faut pas l'oublier non plus, effectivement.
C'est un club qui a grandi, peut-être grandi trop vite. Après, on peut pas tout reprocher. Il n'est pas tout jeune. Hein, Ouais, non, mais il est quand même devenu, c'est quand même aujourd'hui le club qui vend le plus de maillots au monde. Mais on peut pas. Oui, c'est le club qui vend le plus de maillots au monde, même sans Mbappé. Donc c'est devenu un club mondialement connu au même niveau que le Real de Madrid. Après, on peut pas reprocher tout à la direction. On peut lui reprocher ce qui se passe dans le stade. Et il faut lui reprocher. Là, j'allais sur l'aspect politique. Sur les Champs-Élysées. Avec Bruno Retailleau. Oui. Ça a été un vrai marqueur aussi de l'année quand même. Ce qui est intéressant, c'est que ça va être un sujet qui va s'inscrire dans les élections municipales à Paris. Je suis d'accord. Quid du stade Je suis complètement d'accord. Du PSG. Alors, est-ce qu'il va partir à Poissy? Parce que finalement, le projet, est-ce qu'il reste à Paris? J'ai vu que le candidat socialiste Grégoire est prêt à le vendre, ce qui n'était pas le cas d'Hidalgo. Mais parce qu'ils ne voulaient pas le vendre parce que les Qataris ont proposé un prix indécent. Oui, mais est-ce que les propriétaires du Paris Saint-Germain ont envie de rester là ou ont envie d'avoir leur propre stade? Ils veulent rester. Tu peux pas un peu contemporain. Tu es déjà allé là-bas, là où ils proposent d'aller? Moi, c'est le PFC. Moi, je reste au PFC. Merci. La vraie question, c'est que ça va devenir un sujet politique, j'imagine, l'avenir de ce stade. C'est certain, parce que Pierre-Yves Bournazel, qui est candidat, a dit qu'il était prêt à le vendre. Emmanuel Grégoire aussi, Rachida Dati, a priori, elle est prête à le vendre depuis le début. Mais faire une proposition dérisoire, ils n'ont pas fait une proposition dérisoire, parce qu'ils ont quand même dit qu'ils avaient fait ce qui est vrai, qu'ils ont fait des travaux depuis qu'ils sont arrivés, qu'ils les ont pris à leur charge depuis qu'ils sont arrivés. Et il faudrait regarder le montant de ces travaux. J'ai pas envie de dire n'importe quoi, donc je le connais pas. Moi, Hidalgo, je la défends pas spécialement, mais elle dit un truc précis. Elle dit un truc précis. Cet argent, il m'appartient pas. C'est l'argent des Parisiens. Si la valorisation du patrimoine immobilier, c'est 400 millions, que les Qataris arrivent avec 30 millions, il y a un gap quand même. Ils ont proposé 200 millions. Ouais, enfin bon, à l'époque, la première proposition, on me disait que c'était indécent. On se retrouve dans un instant. L'événement international, l'événement culturel, l'image qui vous a marqué cette année et bien d'autres sujets pour passer cette année 2025 en revue. Et puis évidemment, qu'attendez-vous de 2026? À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. L'année 2025 passée en revue par Brice Sokol, Alex Darmon, Frédéric Dabi et Gilbert Azoulay. Peut-être juste avant de passer à l'actualité internationale, Frédéric, est-ce qu'il y a un sondage qui vous a étonné cette année? Au moment où je le dis, voilà. C'est une question de sondeur. Vous connaissez la réponse en posant la question? Non, c'est ce fameux sondage qui a été fait pour Écran de Veille, que l'on fait pour la 8e fois depuis les années 80 auprès des Français de confession de culture musulmane, qui a donné lieu à des commentaires complètement hypertrophiés, caricaturaux, à des menaces pour l'IFOP. On a perdu en France le débat, la capacité à critiquer un objet sans le délégitimer, sans chercher à le détruire. Et j'aurais dû dire ça aussi, s'il y a un mot qui caractérise l'année 2025, malheureusement, c'est le terme obscurantisme. Le débat n'est pas possible. On va chercher qu'un grand journal du soir s'étonne que dans une enquête IFOP, on pose la proximité politique. On fait ça depuis le premier sondage IFOP, depuis 1938, notre sondage historique sur les accords de Munich. En tout cas, voilà, c'est ce sondage Écran de Veille qui a donné lieu à quelque chose. Oui, c'était dans les réactions, mais vous, dans les sondages que vous avez pu faire. C'est vrai que les enquêtes préélectorales, quand on a un Jordan Bardella ou une Marine Le Pen à 35-36%, c'est du jamais vu depuis François Mitterrand en 1988. Et ce qui est très, très intéressant et ce qui m'a étonné, j'ai réussi à trouver un élément d'explication, c'est alors que Marine Le Pen et Jordan Bardella, c'est deux personnalités différentes, c'est deux trajectoires différentes, c'est deux rapports à la présidentielle différents. Ils font le même score parce qu'aujourd'hui, je dirais le levier ou la motivation du vote RN, c'est un vote d'alternative. C'est l'idée qu'ils n'ont jamais été essayés et qui ne ferait pas pire que les autres. Et là, c'est quelque chose de très cruel pour le personnel politique actuel. Mais vous avez raison de revenir sur les réactions à ce sondage qui ont été complètement délirantes. Vous avez été menacé, insulté, vous avez porté plainte, principalement par des députés de la France Insoumise en plus. Donc, c'était d'autant que vous faites ce sondage, vous le répétez avec les mêmes questions. Tout à fait. Depuis, et l'enquête 2 et 3 avait été validée par un certain Elvie Plenel, qui était directeur du Monde. Oui, absolument. À l'époque. Absolument. L'actualité, l'événement international de l'année pour vous? Qui veut commencer? Brice? Oui, allez-y. Moi, j'ai deux événements qui m'ont marqué personnellement. Après, c'est à partager avec vous et les auditeurs. C'est l'accord de cessez-le-feu au mois d'octobre entre Israël et le Hamas. Bien sûr. Et le retour des otages vivants et morts. Voilà. Je pense que ça, pour moi, ça a été un événement marquant de cette année. Un événement qui, malheureusement,
perdure depuis le 7 octobre. Il faut le rappeler, attaque terroriste du Hamas le 7 octobre, à l'origine de la mort de 1200 personnes, près de 4000 blessés, l'enlèvement de 251 femmes et hommes âgés de 9 mois à 86 ans. Je pense que cet événement va marquer la politique internationale et la politique nationale pour différentes raisons. Et puis, ce qui s'en est suivi, la guerre à Gaza, les milliers de morts à Gaza, je pense que voilà, si tout ça peut prendre fin dans les mois et les années à venir, en tout cas, la communauté internationale s'y penche. Pour moi, ça a été l'événement vraiment marquant de cette année internationale, avec un deuxième événement, là c'est peut-être plus personnel, c'est le décès du pape François, le 21 avril 2025, et qui lui a succédé pour la première fois depuis 2000 ans. C'est un pape d'origine américaine, Robert Prévost. Ouais. Voilà, qui est devenu Léon XIV. Léon XIV. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a une continuité entre les deux papes sur un peu cette doctrine sociale de l'Église et pouvoir affirmer qu'en fait, entre d'un côté le libéralisme et de l'autre côté le socialisme, il y a une place peut-être pour un nouveau récit un peu plus social, un peu plus central, et l'Église peut le porter. Voilà, c'est intéressant, parce que l'Église le porte, ce message social depuis la révolution industrielle. Là, il est très marqué dans un monde un peu secoué, un peu violent, et je pense que ce nouveau pape peut apporter peut-être, lui aussi, sa part d'humanité dans l'actualité nationale et internationale. Ouais. Voilà les deux événements qui, pour moi, ont marqué... Donc la mort du pape qui annonce une transition, on revient au mot de transition, et puis la libération des otages. Alex, pour vous aussi, j'imagine. Oui, non. C'est moi, Alex. Voilà, exactement. Oui, non, moi, c'est forcément, en 2025, c'est la libération des otages. C'est un moment qui m'a vraiment ému, de voir que... on pouvait enfin avoir un moment d'humanité. Ouais. Parce que c'était un moment d'humanité. On a vu que la politique a enfin servi à quelque chose, que les relations diplomatiques ont enfin servi à quelque chose, que Donald Trump, que beaucoup décrit à juste titre, parce qu'il est dans son outrance, si on veut le penser, on a le droit permanente. Bah là, il a fait le taf, quoi. Donc il avait promis qu'il y arriverait, qu'il ramènerait les otages à la maison en Israël, et il l'a fait. Et c'est vrai que ces images m'ont particulièrement ému de voir ces détenus depuis le 7 octobre 2023, donc plus de 2 ans, retrouver leurs proches, de voir un peuple entier attendre ça avec impatience, ne pas aller travailler ce jour-là, être massé le long des routes pour accueillir en quelque sorte ces enfants. Et de voir finalement que eux attendaient ça et faisaient la fête pour le retour de leurs enfants, et que de l'autre côté, une certaine partie de la population, pas de la population parce qu'il faut pas que je dise n'importe quoi, mais plutôt le Hamas, rassemblaient le peuple pour pouvoir assister à des mises en scène morbides qu'on a oubliées en 2025 aussi, sur la remise d'otages vivants ou morts. Donc voilà, moi c'est plus ça pour moi l'événement international de l'année, c'est vraiment ce jour-là. C'est cette remise, ce jour-là, presque 2 ans après le 7 octobre 2023, ils ont été remis le 9 octobre, je crois, 2025, 2 ans après, de voir ces différents retours d'otages et en quelque sorte une première phase de guerre terminée, en espérant que 2026 laisse place à la fin de la guerre complète. Oui. Moi j'avais préparé une image de 2025 qui reboucle avec ça, donc je la dirai peut-être tout à l'heure. Mais sinon, en international, alors comme vous voulez, mais en international, pour pas aller sur ce champ-là, parce que je vais prendre un autre point qui c'est une espèce de tentative de régulation au niveau international avec 2 éléments. L'IA Act en France qui est passé à bas bruit et dont on n'a pas parlé au niveau européen, qui vise à complètement cornaquer l'intelligence artificielle, et ça me semble fondamental parce que c'est quelque chose qui va impacter considérablement notre avenir. Puis un deuxième truc, c'est notre réaction face à Shein, qui est quand même un marqueur, me semble-t-il, pour ne plus laisser faire. Bon, évidemment, les dérives avec les poupées porno, enfin les poupées quasi pédophiles, mais aussi quasi, totalement. Oui, totalement, pardon. Oui, parce que c'est pas présenté comme ça, mais en fait, ça l'était. Vous avez raison, quand on voit les photos, on est assez esbouriffé. Mais et puis cette façon de dire stop à ces paquets qui inondent quand on voit les chiffres que ça représente, la quantité
quantité de paquets qui sont envoyés et qui bouffent. Alors, quand on parle transition écologique, on est très loin. J'ai écouté une association qui faisait de la récupération de vêtements. Ils ne peuvent pas récupérer les vêtements de Chine parce qu'ils sont pas bons. C'est-à-dire qu'ils doivent les brûler. Donc ça veut dire que ça n'a même pas de deuxième vie et ça ne contribue même pas à l'économie circulaire. Donc ces deux réactions, j'allais dire, de la société face à Chine, il a fallu quand même quelque chose d'un peu violent. Et c'est quelque chose dont on n'a pas parlé en France et même très peu au niveau européen, cette régulation de l'IA qui me semble-t-il est peut-être quelque chose au niveau mondial qui va, et j'espère, nous faire aller dans la bonne direction. Ouais. Moi, c'est l'événement de l'année. Pour moi, c'est un événement transversal. C'est les guerres ou la guerre. Les guerres dans le monde. La guerre ukraino-russe continue plus que jamais avec un bilan effroyable des deux côtés, surtout du côté Ukraine en termes de destruction, mais humain également du côté russe et du côté ukrainien. La guerre dans le monde avec des guerres qu'on avait qui sont survenues, Thaïlande, Cambodge, et ça continue avec 500 000 civils qui ont dû être évacués des bombardements de l'aviation thaïlandaise face au Cambodge, le Cambodge qui n'a pas d'aviation. La guerre entre l'Iran et Israël, on a parlé du Hamas, mais effectivement, il y a eu des bombardements israéliens, des attaques de drones qui en sont suivies, des guerres plus ou moins chaudes. Et voilà, la guerre partout dans le monde, des tensions, une forte pression de la Chine sur Taïwan, le Soudan. Enfin voilà, on est dans un monde, on a oublié, la fin de l'histoire est plus que jamais très très loin de nous. On est dans un monde en guerre et je vois à travers les enquêtes de l'IFOP que l'opinion publique française a intérioriser ce risque de guerre, le risque de troisième guerre mondiale, c'est quasiment un Français sur deux. La capacité à trouver un pronostic, à anticiper la fin de la guerre entre l'Ukraine et la Russie n'existe pas. Donc voilà, on a parlé de 2027. 2027, ce ne sera pas comme les présidentielles précédentes où le pays fermait les écoutilles et ne faisait que se regarder avec des candidats qui regardaient la France au fond des yeux, comme disait l'autre. Ça va être une campagne qui va être ouverte sur le monde avec beaucoup de dangers dans un contexte où les Français, on l'a déjà dit ici, mais je le redis, s'intéressent de plus en plus aux questions internationales. Oui, et sont inquiets. Oui, ils comprennent plus, de moins en moins en plus. Ouais. Pardon ? Ils comprennent de moins en moins. Voilà. D'où le succès de personnalités politiques comme Dominique de Villepin qui ont le crédit d'essayer d'expliquer plus ou moins bien, avec leur vision du monde à eux, les questions internationales. Relatif, Non, mais je parle de crédit sondagé qui est réel. Alors, ça m'étonne, vous n'avez pas cité Boualem Samsal, la libération de Boualem Samsal. Et puis, puis on va en rediscuter dans un instant. On va marquer une petite pause. Et puis, tout de même, je trouve que c'est un fait international, la résurgence de l'antisémitisme un petit peu partout dans le monde. On va en reparler dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Une émission un petit peu particulière. En ce vendredi 26, nous passons en revue l'année 2025. Oui, l'événement, ça a été évidemment la libération des otages, mais c'est également la libération de Boualem Samsal. Libération complexe, compliquée, un petit peu opaque. On a dû passer par l'Allemagne pour cette libération. On rappelle que Christophe Glaise est toujours détenu, le journaliste est toujours détenu par l'Algérie, et l'événement international, pour moi, c'est aussi les relations avec l'Algérie, Alex Armand. Vous avez complètement raison, et je précise pour Christophe Glaise qu'on a entendu sa maman ce week-end. Je trouvais l'initiative très, très louable et très intéressante de la part de la chaîne beIN Sport. Ça dit beaucoup de choses aussi, que ce soit beIN Sport qui propose de faire cela. Tous les stades, on a fait un appel quand même, y compris au Paris FC, pour Christophe Glaise. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que sur la chaîne beIN Sport, on a entendu la maman de Christophe Glaise à la 7e minute du match du PSG samedi soir. On n'entendait plus le match, on entendait la maman dire qu'il fallait libérer son fils et lui parler, lui adresser un message. Et je trouve ça très fort que ça soit fait, il faut le dire, par beIN Sport, qui est une chaîne détenue par le Qatar. Donc je pense que c'est important de le signaler. Donc j'espère que Christophe Glaise rentrera chez lui en 2026. Qu'est-ce qui lui est reproché ? C'est un reportage qu'il était en train de réaliser.
pour le magazine SoFoot sur la jeunesse algérienne, la jeunesse kabyle même, dans le football. Et donc voilà, on espère qu'il rentrera lui aussi en 2026, mais il a pris 7 ans de prison quand même. Hein. Oui, et à signaler qu'au départ, sa famille avait choisi, c'est Arnaud Benedetti que je salue ici pour son action pour la libération de Mohamed Samsal, nous a précisé qu'il avait, lui, écrit aussi à la famille de Christophe Glaise et qu'il n'avait pas eu de réponse et que la famille avait choisi la stratégie française de ne pas faire de bruit. Et là, visiblement, force est de constater que ça ne fonctionne pas. Donc c'est vrai que c'est un des événements importants. Et puis, oui, la résurgence de l'antisémitisme aussi, phénomène marquant un petit peu partout dans le monde. On l'a vu récemment entre ce qui s'est passé évidemment cet attentat en Australie, également à Amsterdam où il y a eu des manifestations. Donc c'est important aussi d'en parler. Je ne sais pas si vous avez des enquêtes sur le sujet. Bien sûr, l'IFOP fait des enquêtes en France pour une série. Non, pas tous les jours, mais c'est vrai que c'est un sujet très douloureux, mais en tout cas, on ne peut pas dire que l'opinion publique française soit dans le déni ou dans la négation du phénomène. J'ai en tête notre enquête HJC et pour la Fondation pour l'innovation politique, où les Français, ou celle pour le CRIF, où les Français ont conscience que c'est un sujet en augmentation, c'est un sujet répandu. Et puis il y a l'idée que les Français de confession juive sont souvent le canari dans la mine, c'est-à-dire ceux qui sont aux avant-postes d'attaques, de mouvements obscurantistes, islamistes, terroristes, et que tout le monde derrière peut être visé. La fameuse phrase de Manuel Valls prononcée au lendemain de Charlie Hebdo, Clarissa Jean-Philippe et l'hypercachère, quand on s'attaque à un juif, on s'attaque à la République. On l'a posé une question à peu près équivalente, c'est partagé par 3/4 des Français. Donc on peut pas dire, il y a bien sûr des segments de population qui sont plus perméables à l'antisémitisme et qui sont plus dans un déni du phénomène, mais globalement, l'opinion publique française est là. Oui, moi je partage évidemment ce sentiment. Bien sûr que depuis 1 an et demi, 2 ans, il y a ce que moi j'appelle l'international de l'antisémitisme, sur fond de conflits israélo-palestiniens exportés par un certain nombre de politiques qui ont vraiment une vraie responsabilité dans cette montée de l'antisémitisme en France. Mais moi, je voudrais souligner quelque chose d'autre, c'est qu'on parle beaucoup de laïcité, on est un pays séculaire en France, c'est une particularité française. Ces notions de laïcité ne cessent de reculer depuis des dizaines d'années. On en parle, là on a fêté la 1905, tout le monde en parle, mais la réalité c'est quoi? C'est qu'en fait, pour moi, comme pour beaucoup de Français, dans cette culture française, le religieux doit rester dans l'espace privé. Ouais. Le religieux ne doit pas déborder dans l'espace public. Et ça, pour moi, c'est un vrai défi. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est un défi pour les années à venir. Le religieux doit rester dans l'espace privé, dans nos familles, dans nos maisons. Mais vouloir pousser ce religieux à s'épancher dans l'espace public, c'est tout le contraire de la laïcité. Et donc, il faut faire attention parce que les Français sont un peuple politique, éminemment politique. On l'écrit et on le dit souvent avec Frédéric Dabi. Et attention à ce retour du religieux qui ne doit pas, en France, prendre le pas sur l'intérêt général. Voilà. Ouais. Il ne faut pas que l'intérêt communautaire... j'ai envie de vous dire, vous êtes dans le monde des bisounours, parce que c'est la théorie, mais dans la pratique, on voit bien que la religion prend de plus en plus de place. C'est un enjeu politique, c'est un enjeu éthique, et c'est un enjeu de cohésion sociale. Bien sûr qu'on a du retard, bien sûr que le communautarisme ne cesse de prendre des parts de marché dans notre République, et l'enjeu, et ce sera un des enjeux des prochaines élections présidentielles, déjà municipales, mais aussi présidentielle, ce sera vraiment de retravailler, mais avec l'ensemble des politiques publiques, pour établir la laïcité dans l'espace public. Ouais. Moi, il me semble en tout cas que je parle devant les sondeurs, mais il me semblait que l'antisémitisme avéré, permanent de l'extrême gauche avait coupé la LFI d'une base électorale de gauche traditionnelle, et c'est plutôt sain, et j'ai envie de voir quelque chose de positif, parce que vous avez raison Valérie, ça monte, mais en tout cas les positions claires affichées par certains députés LFI ont démarqué, enfin une ligne de démarcation que le peuple de gauche ne peut pas accepter, et ça j'y vois plutôt un signe encourageant, en tout cas parmi ceux que je fréquente, qui disent ça a été la ligne jaune qui a été franchie. C'est une des raisons de rupture entre une partie des sociodémocrates de gauche
et LFI. Ça, c'est une réalité. Et du coup, les sondages en faveur de Jean-Luc Mélenchon, vous me direz si je me trompe, ont plutôt chuté. Ils sont pas... Non, ils n'ont pas chuté. En popularité, c'est une des personnalités politiques les plus impopulaires du pays avec Éric Zemmour et Emmanuel Macron. Mais en socle électoral, dans les enquêtes IFOP fiduciales pour Sud Radio ou le Figaro, non, mais c'est pas une question d'augmenter, mais le potentiel électoral de Jean-Luc Mélenchon reste élevé, entre 11 et 14-15%. Voilà. Et à 1 an et demi du vote, personne ne peut dire aujourd'hui que Jean-Luc Mélenchon est écarté du second tour, loin de là. Surtout qu'il est très performant dans les campagnes. C'est le contraire, c'est ce que dit Frédéric. Il n'est absolument pas écarté du second tour, puisque 1 an et demi du vote, c'est quand même... Il faut être extrêmement prudent sur une présidentielle de renouvellement, où l'offre électorale n'est pas connue. On est le 26 décembre, on se serait vu ici à Yonoplace le 26 décembre 2015, on aurait évoqué tous les candidats pour la présidentielle de 2017, sauf un Emmanuel Macron. Donc prudence absolue et modestie. En campagne électorale, il faut quand même dire que Jean-Luc Mélenchon est très très performant, qu'il arrive à faire des scores assez forts. Juste pour réagir rapidement sur l'antisémitisme et la résurgence de l'antisémitisme, malheureusement c'est pas nouveau, et moi je pense que l'enjeu, au-delà du socle de laïcité, je suis complètement d'accord, je pense que la laïcité doit prédominer, que le fait religieux doit rester dans le cercle privé. Le problème aujourd'hui, c'est que je pense que l'autre enjeu sera de retenir les juifs français. Parce que la réalité des choses, c'est qu'ils sont de plus en plus nombreux à partir, malgré un contexte en Israël qui n'est pas du tout positif, qui est un contexte de guerre. Qu'on en arrive à penser que les juifs français préfèrent partir là-bas plutôt que de rester dans leur pays, chez eux en France, c'est qu'il y a une vraie rupture. Il y a une vraie fracture entre les juifs français, leur pays, leur pouvoir politique, et de toute façon, les juifs français, mais d'ailleurs comme toutes les autres populations françaises, ne peuvent pas continuer à vivre en étant surprotégés devant leur lieu de culte, devant leur établissement scolaire ou devant leur centre communautaire. Ça sera plus tenable, et quand vous regardez les chiffres qui descendent depuis maintenant 20 ans, depuis malheureusement la disparition et l'assassinat d'Ilan Halimi, vous dites que peut-être qu'on n'a pas pris assez la mesure des choses. Moi, je fais aucun reproche à l'État, aucun reproche aux pouvoirs publics qui font mais tellement de choses pour protéger la communauté française, juive française, mais là c'est devenu culturel en réalité, et je pense que l'enjeu sera là, encore plus que la laïcité, l'enjeu sera là de rassurer les juifs français, il faut en avoir conscience. On se retrouve dans un tout petit instant avec vous. On va continuer de passer cette année 2025 en revue. Et puis, il y aura la personnalité de l'année, le loser ou la loseuse de l'année. On a une image qui vous a frappé. Et puis surtout, ce qu'on attend pour 2026. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. On est ensemble avec vous sur Sud Radio en ce vendredi 26 décembre avec Brice Sokol, politologue, essayiste et co-auteur avec Frédéric Dabi de L'écharpe et les tempêtes. C'est un livre indispensable pour l'année qui vient, puisque vous êtes allé dans les territoires, comme on dit, interroger des maires qui vous racontent justement la difficulté, les tempêtes qu'ils traversent. C'est paru aux éditions de l'Aube. Frédéric Dabi également sur ce plateau avec, vous êtes directeur général de l'IFOP, Alex Armand, journaliste politique. Votre chaîne YouTube Les Indécis est une chaîne de débat politique, et Gilbert Azoulay, directeur général de Newstank Éducation et journaliste pour l'Hémicycle. On commande cette année 2025, le bilan de l'année 2025, les personnalités, les gagnants, les perdants, également ce qu'on attend pour 2026. Alors Frédéric, l'image de l'année pour vous? L'image, c'est un mont de charge. Un mont de charge sur les quais de Seine. Vous voyez à quoi je fais référence, ce mont de charge avec une personne vêtue d'un gilet jaune. C'est ce cambriolage du Louvre qui a beaucoup marqué les Français. C'est drôle parce que je me suis renseigné, il y a eu beaucoup de vols dans les musées français. On n'a jamais retrouvé l'épée de Charles X. Il y a eu des choses au musée d'art moderne. Il y a eu des pièces d'or, je crois, au muséum d'histoire naturelle, mais ça n'a pas fait autant de bruit. Que le Louvre, parce que le Louvre c'est le Louvre, parce que la France manque de confiance en elle, parce qu'il y a cette, comme le disait Brice Sokol, c'est ce petit imaginaire du déclin de la France qui tombe. Voilà, c'est ce monde de charge où tranquillement on peut aller dérober des bijoux aussi jolis, surtout que personne ne le fasse. Et je comprends l'émotion, moi titre personnel, ça m'a énormément agacé et énervé. Et les Français disent, vous les avez interrogés ou pas? Ils en ont pas dans un sondage spécifique, mais c'est un événement qui marque.
Ouais. Bien sûr, c'est une image très Image forte forte. qui nous a marqué. C'est pas le cambriolage d'Arsène Lupin fait avec génie dans la nuit, c'est en plein jour, Il y a un peu de génie tranquille, quand même. etc. Oui, elle est peinard. Oui, bah. Alors, Ouais, l'image de 2025. Oui, pour vous, Gilbert Azoulay. C'est la célébration des 10 ans du Bataclan avec le chanteur des Eagles of Death Metal, avec un petit papillon rose, accompagné par les chœurs. Ouais. Et c'était les survivants de cette soirée tragique qui a plongé la France dans une vraie période d'instabilité. Je le rappelle, l'illusion de sécurité n'y était plus et comment dirais-je, on est tombé, moi je pense à partir de ce moment-là, dans une société encore plus fragmentée. Si tout le monde condamnait les faits, c'était pas toujours pour les mêmes raisons ni avec les mêmes solutions. Du coup, a émergé des courants qui ont rendu presque responsable l'Occident de ces phénomènes d'attentats et de violence. Alors, pour revenir à l'attentat du Bataclan, c'est une façon de dire toujours vivant, pour faire référence à qui vous savez, et une façon d'envoyer un message façon rescapé du 7 octobre, We will dance again. C'est joli, belle image, effectivement. Alex, l'image. C'était pareil. C'est vrai, c'était la même chose. C'était surtout sur cette chanson, effectivement, moi, qui m'a beaucoup ému. Ça m'a vraiment beaucoup ému. Mais il y a une autre image que je vais vous citer, qui est plus politique. Moi, l'image qui m'a marqué, c'est quand même Sébastien Lecornu. À la descente des escaliers de Matignon, au lendemain de la démission ou de la fausse arrivée de Bruno Le Maire et de Bruno Retailleau dans son gouvernement, nous annonçait que finalement il n'y arrivait pas. J'ai trouvé cette image galactique. Mais je parlais de fin du macronisme tout à l'heure. C'était en fait, on se disait bon bah c'est fini. En fait, la Ve République est terminée, tout tombe par terre. Et Sébastien Lecornu nous dit il est Premier ministre, il n'arrive pas. Quand on se remet dans des années, on se remettra en perspective cette image où on verra un Premier ministre nous annoncer que certains ont préféré leur petite chapelle personnelle à la chapelle collective. Et vous vous dites bon bah il est pas politique cet homme-là, c'est pas possible. Au final, il s'en sort pas si mal, il fait ce qu'il peut depuis cette date-là. Mais en fait, j'ai trouvé cette image, on l'a vécu en direct sur votre antenne, on était là ce jour-là, et j'ai trouvé ce moment, cette image lunaire. Voilà, donc c'était pour moi la fin aussi de quelque chose en 2025. Oui, ça vous a fait réagir aussi, ça ? Enfin, déjà, ce que disait Gilbert sur l'image du Bataclan, de ce chanteur de Eagles of Death Metal qui... on fait toute partie de cette génération du Bataclan, on peut le dire comme ça. Et c'est vrai qu'il y a eu un avant et un après Bataclan en France, notamment en France. Et j'ai été très très sensible à ce que tu disais concernant Sébastien Lecornu. Rapprochez-vous bien du concernant micro, Sébastien Lecornu, voilà, moi je suis un peu plus modéré parce que oui, cette image, elle peut paraître un peu particulière, mais en même temps, c'est le Premier ministre qui dit voilà, moi j'hérite d'une situation, j'en suis pas comptable, j'y arrive pas, allez, je remets les compteurs à zéro et je repars. On en reparlera tout à l'heure parce que moi je trouve que la personnalité. Pas dit ça, hein. Il avait dit qu'il donnait sa démission et qu'il partait. Oui, mais après il y a ce qu'on dit, il y a le jeu, de l'acteur. Mais je peux comprendre que symboliquement ça puisse choquer. Oui. Et vous, votre image moi, j'ai deux images qui se trouvent dans le même lieu. C'est à la Maison Blanche, dans le bureau ovale. L'humiliation le 28 février le clash entre Trump et Zelensky, qui a marqué vraiment. Et Vance comme arbitre. Cette image-là, quand même, elle restera dans l'histoire. Et elle a marqué la planète entière. Bien sûr. Et deuxième image, mais qui pour moi est une image de douleur, est fortement symbolique. C'est encore une fois le 18 août 2025. Dans le bureau ovale à la Maison Blanche, vous voyez Trump assis derrière son bureau, et vous voyez les 5 ou 6 représentants de l'Union européenne assis comme de bons écoliers, écoutant Trump. Et là, vous vous dites, mais c'est vraiment... L'Europe n'est pas venue comme un partenaire, mais comme une suppliante. Et en termes de symbolique, lorsqu'on dit qui a perdu vraiment en cette année 2025, pour moi, c'est l'Europe. Sur tous les plans, on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais la grande perdante, c'est l'Union européenne. Et cette image symbolise vraiment l'impuissance de l'Union européenne. Oui, il y a un dessin qui m'avait marqué. Alors, on fait de la radio, mais je vais le décrire. Il y a quelques jours, on voit Trump qui est en train d'embrocher et de rôtir un petit lapin qui symbolise l'Europe. Et le petit lapin dit « On est toujours amis, hein ». Ça en dit long sur la fin des illusions à avoir sur la relation historique franco-américaine. L'interview il y a quelques jours de Steve Bannon dans le JDD est très révélatrice de ce point de vue-là. Alors la personnalité de l'année pour vous, alors pas forcément politique, mais la personne qui pour vous a marqué l'année.
Ah, moi j'étais sur une personnalité politique avec un petit pas de côté parce que c'est quelqu'un qui ressort souvent du chapeau. C'était Jean-Louis Borloo. C'était Jean-Louis Borloo parce que il a quitté la vie politique en 2010 quand il n'a pas été reconduit au gouvernement. Mais c'est quelqu'un, et j'entends les sourires, mais c'est quelqu'un qui marque les Français. D'ailleurs, on l'a fait rentrer dans le baromètre, il faut faire du sel pour Paris Match et Sud Radio, directement premier ou deuxième, parce que c'est quelqu'un qui respecte la promesse du politique. Par son action depuis 20-25 ans, 30 ans, il a changé la vie. À Valenciennes avec l'usine Toyota. Quand vous réglez les horaires de votre femme de ménage ou du soutien scolaire de votre enfant, vous payez avec un chèque Borloo, avec l'ANRU. C'est quelqu'un qui respecte cette promesse du politique, qui crée une proximité identificatoire. Alors, c'est vrai que ça fait maintenant plusieurs années qu'il revient, on l'attend sur telle ou telle élection, il y a une sorte de refus d'obstacle, mais en tout cas, il marque toujours les Français. Oui, voilà. Et là, on l'a beaucoup entendu en fin d'année. Il a été très présent médiatiquement depuis le mois d'octobre. Oui. Alex, pour vous, la personnalité de l'année? Moi, c'était il n'y a pas très longtemps. C'est Ahmed Al-Ahmed, le jeune, enfin le jeune, non pas jeune, il est plus jeune, je crois, mais celui qui a fait preuve d'un geste de bravoure en Australie. Oui. Ah oui. Je trouvais ça, mais exceptionnel. Je trouve que ça redonne foi en l'humanité. Ça nous touche profondément. On s'est tous demandé, mais qu'est-ce qu'on aurait fait à sa place? Et en fait, je trouve cette vidéo et ce geste surréaliste. Donc moi, c'est vraiment cette personnalité qui, pour moi, a marqué l'année 2025, en fin d'année en plus. Donc qui ouvre des perspectives et qui peut donner des idées pour l'année 2026. Et c'est cet homme-là que j'ai envie de retenir parce que effectivement, c'est un Syrien qui a immigré en Australie et qui s'est interposé pour sauver des Juifs. Voilà, sur une plage en Australie. Donc pour moi, c'est cet homme-là que je retiens comme personnalité de l'année 2025. Oui. Alors Valérie, très franchement, je peux vous avouer une chose. Je pensais à moi. Parce que les 3 enfants. Mais il y a beaucoup de Français qui vous écoutent. Diriger une boîte. Oui, vous avez raison. Dans la situation dans laquelle on est, je me disais. Non, mais il a raison. Les Français sont les héros de cette année quand même. Bien non sûr. Et je me suis dit, c'est très immodeste. Alors je me suis dit, j'ai pris beaucoup de hauteur et je vais parler de Sam Altman. Vous le connaissez tous, c'est le fondateur d'OpenAI, donc de ChatGPT, qui vient d'être désigné personnalité de l'année par le Time. C'est pas pour ça, mais parce que il a dit quelque chose qui est fondamental, me semble-t-il. Sam Altman, donc le patron d'une des IA les plus puissantes du monde, dit continuer à prendre des notes sur un cahier à spirale, à la main, sans assistant. IA. Les architectes du futur eux-mêmes savent qu'on ne peut pas tout déléguer, on ne peut pas déléguer la pensée elle-même. Selon lui, écrire à la main, je note, parce que écoutez, c'est fondamental. Écrire à la main dans un carré à spirale pour organiser ses idées plutôt que d'utiliser un assistant IA ou une application numérique est préférable, car l'écriture physique aide à clarifier la réflexion et la pensée. Donc, à travers lui, c'est un point essentiel qui doit guider à la fois nos usages, nos investissements, mais aussi notre manière d'enseigner. Thank you, Sam. Play it again, Sam, j'ai envie de dire. Mais vous avez raison. Les Français sont les héros de cette année. Personnalité de l'année. Alors, le loser ou la loseuse, celui qui a vraiment tout loupé cette année. Alors, moi, je pense à François Bayrou, non? Non. Alors, c'est vrai que François Bayrou a été le Premier ministre le plus impopulaire de la Ve République. Il a eu une image personnelle complètement détruite par Bétaram, par le sentiment qu'il n'occupait pas pleinement la fonction avec les allers-retours à Pau, etc. Non, j'ai envie de citer comme personnalité, non pas loser, mais en grande difficulté cette année, Anne Hidalgo, pour laquelle les quelques mois qui lui restent à l'Hôtel de Ville sont une vraie fin de règne. Elle a vu le candidat qu'elle voulait absolument ne pas voir, pour cette double négation, devenir le candidat socialiste gagner, c'est Emmanuel Grégoire. Elle est touchée par des affaires, alors il n'y a pas la moindre procédure judiciaire ouverte, donc il n'y a pas du tout il n'y a pas d'action, mais il y a quand même un mandat qui se termine mal. Il aurait pu se terminer en 2024 avec les JE qui ont été très positifs pour elle. On voit une vraie difficulté, mais c'est toujours très compliqué pour un maire, quel qu'il soit, parce que, non, on a parlé dans notre livre, avec Brice, de votre il y a livre, cet attachement si fort des Français à l'égard de leur maire. Pas Anne Hidalgo, elle a quand même, pardon Valérie, elle a été nettement réélue en 2020, je suis désolé, et elle a été élue également en 2014, mais en tout cas, il y a aussi des maires qui ont du mal à passer la main, à essayer d'adouber un héritier. Quand Martine Aubry a réussi à adouber Arnaud Deslandes, Anne Hidalgo s'est refusée à adouber Emmanuel Grégoire. Qu'est-ce qu'il est devenu, son candidat, Rémi Féraud? Il est sénateur de Paris et il fait la campagne d'Emmanuel Grégoire, comme toujours, très honnêtement. Moi, je reviens peut-être à l'Europe, parce que pour moi, la personnalité
Voilà, L'institution. il y a l'institution, mais il y a surtout celle qui la représente, c'est Madame von der Leyen. Ah non, c'est ce que je voulais dire. Il y a Bruno. il y a- C'est pas cool. On partagera, mais il y a 60% des Européens qui sont favorables à sa démission, notamment une majorité d'Allemands, ce qui est très paradoxal pour une commissaire allemande. Mais surtout, qu'a-t-elle fait depuis, c'est son deuxième mandat en tant que présidente de la Commission européenne, qu'a-t-elle fait pour préparer l'Europe aux grands défis économiques avec la Chine, aux grands défis protectionnistes et oligopole numérique des États-Unis, aux grands défis du réarmement de l'Europe, aux grands défis de l'immigration. Mais qu'a-t-elle fait ? Donc je trouve que cette dame qui... Je pense que là, vous allez ravir nos auditeurs à Sud Radio. Oui, mais c'est un sentiment. Ouais, bien sûr, c'est un sentiment. C'est un général. sentiment qui est partagé par une majorité d'Européens aujourd'hui qui ne se sentent plus représentés par l'Union européenne. Parce qu'il n'y a plus de récit européen, il n'y a plus de personnalité qui, comme dans les années 80, qui représente cette Union européenne. On a le sentiment que c'est une technocratie, ce sont des hauts fonctionnaires qui maîtrisent notre destin. Alors que les enjeux n'ont jamais été aussi importants. Donc oui, pour moi, c'est la personnalité, un peu le maillon faible de nos institutions pour l'année 2025. Et à contrario, je termine par ça, une femme qui a plutôt émergé, c'est Giorgia Meloni. Et elle a notamment émergé face à von der Leyen. C'est intéressant à observer. Tout en étant européenne. On va marquer une toute petite pause. On se retrouve dans un instant. On va parler peut-être de l'événement culturel et puis de ce que vous attendez pour 2026. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. De retour avec vous dans le studio de Sud Radio et nous faisons le bilan de cette année 2025 et puis peut-être ce que nous attendons pour 2026. Alors vos losers, on ne les a pas eu là, les deux losers. Les deux losers. Alors votre loser, Gilbert Azoulay. J'en profite pour rebondir sur ce que vient de dire Brice. C'est évidemment Ursula von der Leyen parce qu'elle a voulu faire de l'Europe la conscience du monde. Elle en a fait juste une variable d'ajustement. Du coup, l'Europe est surréglementée face à des concurrents qui sont sous-réglementés et très agressifs. Je rappelle que le Green Deal prévoyait notamment qu'on arrête les véhicules thermiques en 2035, ce qui a été une sorte d'autoroute, de tapis rouge, de red carpet pour les Chinois, qui était pourtant très en retard sur le thermique par rapport à nous. Green carpet. Green carpet. Mais c'est une Europe, comme tu le disais Brice, une Europe toujours plus technocratique qui ajoute des règles lourdes et défavorables. La norme Euro 7, c'est celle qui a imposé le passage à l'électrique, elle a préparé le terrain aux Chinois. Et puis on a du mal quand même à faire de l'Europe un vrai driver, un vrai concurrent sérieux face aux deux masses que sont les États-Unis et la Chine. Et ça, c'est un vrai problème. Donc Ursula von der Leyen, la loseuse. Et pour vous, Alex ? Pour moi, le loser, c'est un peu fort, comme mot, mais c'est celui qui a beaucoup perdu et qui finalement est un perdant. Pour moi, c'est Bruno Retailleau cette année. Ça, c'est la loser. Et pour moi, vraiment, je trouve que il a fait un mauvais choix, il a eu une mauvaise stratégie, il s'est laissé dépasser par sa droite, qu'il a voulu exister et surexister, et que en annonçant son arrivée puis son départ du gouvernement en quasiment 12 heures, il a perdu sa crédibilité et sa légitimité pour être un potentiel candidat en 2027, alors qu'il était en pleine explosion en fait aux yeux des Français et en plein gain de points. Et je trouve que voilà, cette année, s'il y a entre guillemets une personnalité à retenir qui a beaucoup perdu politiquement, c'est Bruno Retailleau. Il va avoir du mal, à mon sens, à refaire son retard. Après, la politique, ça va tellement vite que ça se trouve que ce que je vous dis aujourd'hui ne sera pas valable en février 2026, mais il va falloir qu'il bosse et qu'il rattrape son retard, alors que c'était, je le dis encore une fois, je le répète, la personnalité, beaucoup l'imaginaient candidat, à juste titre, alors qu'il n'avait pas, pour autant, il faut le dire, obtenu de vrais résultats. Il avait beaucoup parlé, beaucoup exprimé, tant dans nos relations avec l'Algérie, que sur les OQTF ou autre chose, mais il imprimait quelque chose auprès des Français. Extrêmement vite. Oui, non, mais c'est vrai que c'était un des rares qui arrivait à échapper à cette éclipse politique. Avec Gérald Darmanin, il montrait des résultats, une volonté de prendre à bras le corps ce qui est le premier déterminant du vote aujourd'hui aux élections municipales, la sécurité des personnes et des biens. Parler du narcotrafic aussi, ça plaisait. C'est vrai qu'il a peut-être perdu une forme de cohérence avec cette idée qu'il quittait le gouvernement alors qu'il était sur une ligne un peu Sarko 2007, jusqu'au bout je serai au gouvernement. Maintenant je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, mon cher Alex, c'est-à-dire qu'en politique on n'est jamais mort et que la présidentielle est tellement loin dans les esprits, et quand il s'agit d'une présidentielle de renouvellement comme celle de 95, comme celle de 2007, les choses sont pas écrites. Mais effectivement, s'il y a
non pas un loser, mais un perdant politique, c'est quand même LR, où de plus en plus les électeurs sont tentés par un rapprochement avec le Rassemblement national. Quand on voit l'enquête IFOP fiduciale pour la Provence et Sud Radio à Marseille, on voit mais la porosité sociologique, le fait que l'électorat Adizio, la tête de liste RN, et l'électorat de Martine Vassal, la tête de liste LR et Centre, sont des électorats extrêmement proches. Ça préfigure peut-être à des vraies recompositions dans la perspective de la présidentielle. Un événement culturel qui vous a marqué ? Moi, j'ai quelque chose. Après, moi, je peux... non, mais je vais pas reparler. Gilbert, moi, je l'ai vu récemment à les affiches et ça m'a esbouriffé, là encore. C'est Sofiane Pamart, qui est un pianiste extraordinaire au Stade de France. Je me suis dit, et j'y vois quelque chose de très positif au moment où la musique est faite par l'IA, au moment où on a quand même beaucoup de variétoches, pour ne pas dire de musique un peu au kilomètre. On a Sofiane Pamart qui est absolument un génie. Vraiment, écoutez-le, il a joué pour la cérémonie de clôture pour les JO. Il a fait l'accord Hotel Arena, il a fait Chantilly, il a fait des grandes salles. Et je le vois au Stade de France, c'est un peu un pianiste quasiment seul face à un stade plein. Je dois dire que ça m'a redonné confiance en la musique, ça m'a redonné confiance en la culture, parce que avoir un talent comme celui-là qui émerge auprès d'un plus grand public, parce que quand on fait le Stade de France, c'est qu'on est devenu un artiste mainstream, et ça c'est vraiment pour moi quelque chose de très positif. Oui, Alex ? Plein. Culture, Non mais plein en culture. Moi d'abord, je suis retourné voir Edmond il y a pas longtemps au théâtre. Formidable. J'ai trouvé ça adoré. Enfin, j'ai trouvé ça génial. J'ai adoré. La mise en scène est sublime. Ça date. Mais ça continue. Ça continue. Théâtre du Palais Royal. Mais vraiment, je vous conseille, je vous encourage. Il y aura certainement une tournée. Oui, sans doute, à aller le voir. Mais après, j'ai découvert Gérard Darmon dans une pièce de théâtre aussi, actuellement au Théâtre de Nouveauté, comme j'avais jamais vu. Et je trouve que c'est réinventé aussi, c'est formidable. Et puis en humour, moi je suis fan d'un humoriste qui s'appelle Samuel Bambi et que je vous encourage à aller voir aussi au théâtre, très drôle. Et qui est super drôle, qui fait des vidéos très très marrantes. Et vraiment aller le voir au théâtre, je crois qu'il a fini là, mais il rejouera à la fin de l'année 2026 à la Cigale. Et donc j'encourage vraiment, il va être dans Danse avec les stars là, je crois, en janvier prochain. Vraiment aller voir ce garçon qui est formidable. Brice ? Oui, 20 dieux, ça vous parle, 20 dieux? Oui, le film. Ce film extraordinaire qui est un portrait drôle et poétique, d'une jeunesse rurale, c'est très intéressant. Et puis une actrice particulière qui a joué dans ce film, qui est Marouane Barthélémy, qui a reçu un César au printemps dernier. Et elle a vécu c'était pas une quelque comédienne, chose d'extraordinaire. C'est pas une comédienne. Elle était apprentie dans une exploitation agricole de vaches. Et elle se retrouve sur le tapis rouge des Césars. Et je trouve que c'est extraordinaire. Et le film est extraordinaire parce que on parle beaucoup de ruralité en ce moment. On parle beaucoup des agriculteurs, de nos agriculteurs. Mais allez voir ce film si vous ne l'avez pas vu. Et cette actrice, c'est l'histoire rapidement d'un jeune homme qui est en Franche-Comté, qui fait beaucoup de bêtises, qui boit de la bière, qui sort avec ses potes. Et puis il grandit un petit peu, il devient mature, il doit s'occuper de sa petite sœur de 7 ans. Et trouver un moyen de gagner sa vie. Alors il se met alors en tête de fabriquer le meilleur comté de la région et il va y arriver. Formidable. Et je trouve que cette histoire elle est extraordinaire. Elle rend hommage à nos territoires, à nos campagnes, à nos agriculteurs. Et voilà, tout est possible dans ce pays. Et ça doit passer vraisemblablement bientôt sur des plateformes, parce que le film date du début d'année. Plus d'un an. Moi j'ai 3 événements culturels. 3, d'abord un non-événement culturel. Il n'y aura pas de festival de BD à Avignon, à Angoulême cette année, compte tenu des affaires qui se sont produites. L'événement culturel, c'est quand même Avatar qui est sorti il y a quelques jours. Je ne l'ai pas encore vu, mais ça va vraiment venir. Il y avait trop de monde. Moi, sans doute aujourd'hui, cet après-midi, où effectivement, c'est quand même féerique. Moi, je suis fan. Je suis fan, c'est féerique. Alors, les 3h13 ou 3h18, ça peut rebuter tellement de monde, comme le film avec DiCaprio et Sean Penn qui durait 2h48. Ça passait, j'aurais dû le citer, ça passerait. Et puis un événement culturel international, j'ai malheureusement pas pu y aller, et je sais pas quand je pourrais y aller, mais c'est ce formidable nouveau musée du Caire qui a été ouvert il y a quelques semaines, le 1er novembre, où j'ai vu des images. Il y avait une soirée à l'UNESCO organisée par mon amie Sonia Ramzi, où il y a vraiment tout l'Égypte, tous les trésors de l'Égypte, et c'est bien que ce soit pas seulement au British Museum et au Louvre que l'Égypte se réapproprie ces trésors. Alors maintenant 2026, quels sont vos vœux, vos souhaits, un mot ou un peu plus pour cette nouvelle année, Alex?
Alors moi, Vous je disais espérez quoi? confrontation en 2025. Ouais. J'ai envie de vous dire. Guerre. Non, j'ai envie de vous dire réconciliation. Voilà, j'aimerais bien que tout le monde se réconcilie, qu'on se mette tous autour d'une table, qu'on refasse de la politique normalement, que les partenaires sociaux rencontrent un gouvernement qui soit normal aussi, pour essayer d'avancer et de trouver des solutions. Que pareil, les guerres se passent aussi. Enfin, l'apaisement. Ouais, Un petit peu. l'apaisement. Et chaque année on dit la même chose, et chaque année c'est pire l'année d'après. Donc voilà, si vous me demandez mon souhait, c'est de l'apaisement, de la réconciliation entre tout le monde. Si vous me demandez la réalité, c'est juste un peu de tranquillité. Un Voilà. peu de tranquillité, mais oui, c'est un peu le souhait qu'on peut faire. Quand tu dis normal, j'espère que tu penses pas. Bon, alors, moi, je parlais d'asphyxie tout à l'heure, c'était mon mot de l'année. Donc de l'air et donc des décisions, une direction, une trajectoire. Et puis j'attends quelques bonnes nouvelles parce que ça nous manque beaucoup et ça nous impacte beaucoup. Juste quelques good news pour se sentir mieux là, en 2026. Oui. Non, moi j'ai envie de reprendre texto ce que vient de dire Alex. C'est vrai que on a envie de débat, on a envie d'écoute, on a envie de tout ce que la classe politique nationale ne promeut pas, la décision, l'action. C'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure de Donald Trump pour se moquer un petit peu de lui, mais au-delà d'une image personnelle très dégradée en France, c'est quelqu'un qui donne le sentiment d'agir, de changer les choses, de réhabiliter cette promesse du politique. Rappelez-vous son premier jour de mandat, parce qu'il est là que depuis moins d'un an. 26 décembre, il a été investi le 14 ou le 18 janvier 2025. Il a signé des tas de décrets, parfois des catastrophes, mais en tout cas l'idée qu'il décide. Mais au-delà de ça, je reviens à ton idée, Alex, oui, d'apaisement, d'écoute, de débat. C'est pour ça, c'est un vœu pieux et beaucoup de Français le forment. Une vraie campagne présidentielle où il n'y aura pas d'impensé, pas d'on-dit, pas d'idéologie, mais du pragmatisme. Voilà, ça reste un vœu pieux, j'en ai tout à fait conscience. Oui, mais on est tous un peu dans cet état d'esprit, Brice. Oui, vous aussi. dans le livre qu'on a coécrit avec Frédéric Dabi, les maires nous disent, nous on a vécu là un mandat de choc, un mandat avec beaucoup de violence, très difficile. On veut de l'apaisement. Je reprends ton mot, Alex. On veut de l'apaisement. Mais moi, je pense qu'au-delà de l'apaisement, moi, ce que j'aimerais dans cette année 2026, c'est qu'il y ait deux choses, qu'il y ait du courage. Parce que ce sentiment de courage, c'est-à-dire être en capacité de décider, malgré les oppositions, d'essayer évidemment d'expliquer avec pédagogie, mais d'avoir le courage de mettre en œuvre une politique publique, même si elle déplaît à 20, 30, 40, 50, 60% des Français. Le courage en politique, c'est important. Et puis deuxièmement, c'est ce que nous disaient aussi les maires avec Frédéric Dabi, c'est le pragmatisme. Voilà, arrêtez avec vos discours de référence historique, avec vos grandes paroles, passons à l'acte. Je dirais courage et passons à l'acte. Oui, je pourrais finir avec la phrase de Jacques Chirac, qui n'est peut-être pas très élégante ni politiquement correcte, mais on grève de tout aujourd'hui, des reins, des bras, un cœur, sauf des couilles par manque de donneur. Voilà, vous me permettrez cette... c'est la métaphore du courage. C'est la métaphore du courage, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en auraient besoin. C'est souvent le courage qui manque en politique. Merci à tous les quatre d'avoir passé ce moment. Merci pour ce moment, comme dirait l'autre. Bilan de l'année 2025, on espère effectivement sérénité et un peu plus d'apaisement pour 2026. Et nous, on va se retrouver avec, dans un instant, Pierre Arditi, qui, on va revenir avec lui sur sa vie, sur les moments qu'il partage dans son livre. À tout de suite.